Bonjour les terminales du lycée Rémi Bello. Donc nous sommes toujours dans la notion la justice et le droit. Et aujourd'hui, on va réfléchir un peu à la question, a-t-on le droit de désobéir à la loi? Donc a-t-on le droit de désobéir à la loi? On a l'impression que dans certains cas, on a le droit de désobéir à la loi, notamment lorsque la loi nous paraît injuste. Ça, nous l'avons déjà survolé en cours tous ensemble. Et finalement, qu'est-ce qui fait que les lois sont acceptées? En général, pour Aristote et Thomas d'Aquin, on l'a vu, ce qui fait qu'une loi est une loi et est acceptée, eh bien, c'est qu'elle sert l'intérêt commun. C'est que la finalité de cette loi est l'intérêt commun. Mais finalement, me direz-vous, est-ce qu'on peut s'entendre sur ce qu'est l'intérêt commun? Sur ce qui sert le bien, peut-être pas de chacun, mais en tout cas de tous. Bien aujourd'hui, grâce aux théories du contrat social ou du pacte social, on définit la légitimité de la loi, non pas en elle-même, mais finalement par son mode d'établissement. C'est-à-dire que la loi repose aujourd'hui dans nos démocraties occidentales sur le vote et donc le règne de la majorité. Ce qui fait la légitimité d'une loi, finalement, eh bien, c'est la souveraineté populaire. Mais ce n'est pas une propriété propre à la loi elle-même qui fait qu'elle est légitime. C'est plutôt le fait que cette loi, ou en tout cas que le gouvernement qui instaure cette loi, a été élu et repose donc sur la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple. Donc peut-on désobéir à la loi au nom de la justice? Eh bien, on peut partir d'une histoire célèbre qui est l'histoire d'Antigone. Donc cette histoire a été écrite pendant l'Antiquité par un auteur qui s'appelle Sophocle et qui a écrit cette histoire sous forme d'une tragédie, les fameuses tragédies grecques. Donc l'histoire d'Antigone ne se déroule pas à Athènes comme souvent dans les tragédies grecques, mais elle se déroule à Thèbes. Le roi de Thèbes a 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. Donc techniquement, ce sont les enfants qui sont censés succéder au trône. Mais la question, c'est de savoir qui, d'Éthéocle ou de Polynice, va avoir ce privilège. Donc les 2 garçons tombent d'accord et ils acceptent de se partager le trône 1 année sur 2. La première année, c'est Éthéocle qui prend le pouvoir. Donc il gère la ville de Thèbes d'une main de maître. Il défend les valeurs de Thèbes et lui assure la protection. Son règne est si bien mené que lors de la seconde année, l'année où c'était son frère qui était censé prendre le pouvoir, Éthéocle refuse de céder son trône. Donc furieux que son frère ne respecte pas ses engagements, Polynice lui déclare en quelque sorte la guerre. Ainsi, les 2 frères se battent en duel et perdent la vie tous les 2 lors de ce combat. Créon, leur père, donc le roi de Thèbes, qui reprend une 3e fois le trône, décide qu'on attribuera tous les honneurs à Éthéocle, qui a su défendre et protéger la ville, et qu'on jettera la dépouille de Polynice au rapace, car Polynice, aux yeux du royaume, n'est qu'un voyou. Seulement Antigone, la sœur des 2 défunts, ne tolère pas qu'on attribue tous les honneurs à l'un et qu'on insulte l'autre. Elle décide donc de remplir son devoir familial envers Polynice. Pendant qu'Éthéocle est enterré avec tous les honneurs, de façon divine et royale, Polynice est jeté dans une fosse où chaque jour il pourrit au soleil et se fait dévorer par les vautours. Alors une nuit, Antigone sort de sa chambre et en secret, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va enterrer dignement son frère Polynice. Or le roi Créon a été formel. Ce dernier n'est qu'un voyou et il n'a aucun mérite à être honoré, et quiconque ira contre ce principe sera condamné à mort. Antigone est surprise et arrêtée lors de son enterrement, lors de l'enterrement de son frère, d'accord, pendant qu'elle est en train elle-même seule d'enterrer son frère, elle est arrêtée et livrée directement au roi. Celui-ci, pour son image, mais par amour aussi, refuse de la tuer et s'accorde à lui rendre la liberté, à une seule condition, que jamais cette histoire ne soit ébruitée. Mais Antigone refuse d'entendre quoi que ce soit. Elle veut par tous les moyens enterrer son frère, même si elle doit être exécutée. Alors elle est enfermée, condamnée à mort. À la fin,
les gardes, venant l'exécuter, la découvrent pendue dans sa chambre. En apprenant cela, Aimon, le fils de Créon et le futur époux d'Antigone, se suicident. Et morte de chagrin, sa mère Eurydice et l'épouse de Créon se suicident aussi, laissant le roi seul, méditant sur ses actes. Donc finalement, ce conflit entre Créon et Antigone, eh bien c'est le conflit entre deux lois, entre deux principes, qui sont tous les deux sacrés de la même manière. C'est-à-dire que le premier principe, le principe de Créon, le principe qui anime Créon, c'est un principe de civisme, de défense de la patrie, d'accord, par les lois. Et le principe qui anime Antigone, eh bien c'est un principe qu'on va appeler le principe d'autochtonie, c'est-à-dire le principe de lien de sol et de sang, d'accord ? Il y a un conflit entre la raison d'État, qui est représentée par Créon, et la loi, quelque part une loi supérieure, selon Antigone, qui lui impose d'enterrer son frère malgré tout. Donc la question, c'est de savoir si un citoyen, c'est avant tout un soldat, et dans ce cas, Étéocle est un héros, mais Polynice est un traître, un ennemi, ou bien si un citoyen, c'est un autochtone, un fils de la mère patrie. C'est plutôt la position d'Antigone. Et dans ce cas, Étéocle et Polynice, bien qu'adversaires, sont frères avant tout. Bien que les positions de l'un et de l'autre s'enchevêtrent. Car Créon agit aussi en père de famille autoritaire, et Antigone en citoyenne autonome, posant sa loi face à celle de Créon. Donc vous voyez que dans l'histoire d'Antigone, on a un véritable conflit entre ce qui est légal, c'est-à-dire ce qui est conforme au droit positif, aux lois, ce qui est légal d'un côté, et ce qui de l'autre est légitime. On en a déjà parlé en cours. Le légitime, ce n'est pas ce qui est conforme aux lois, au droit institué, au droit positif. Le légitime, au contraire, c'est ce qui est conforme au droit naturel, à ce que nous impose notre conscience morale. D'accord ? Très important cette distinction entre le légal et le légitime. Je vous laisse noter tout ça. Vous pouvez mettre sur pause. Donc la question c'est celle-ci. Puis-je désobéir à la loi si cette dernière ne me paraît pas légitime ? En cours, nous avons évoqué des exemples assez extrêmes pour montrer à quel point la question peut être complexe. Nous avons pris l'exemple, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale et de la France qui était sous un régime de la collaboration où la loi imposait qu'on dénonce une certaine catégorie de la population qui était définie par ses croyances, sa religion, ses origines, d'accord, les juifs, et que finalement c'est au nom d'une loi naturelle, d'une légitimité, d'un devoir moral que les résistants et puis tous ceux de la population qui refusaient de dénoncer les juifs le faisaient. C'était au nom du droit naturel qu'ils transgressaient le droit positif, car c'était bien inscrit dans la loi à l'époque qu'il était interdit de cacher, par exemple, des juifs chez soi. Bon, c'est un exemple extrême qu'on a volontairement pris pour montrer toute la complexité de la question. Finalement, si vraiment on peut s'en référer au droit naturel pour braver le droit positif, quand la loi nous paraît injuste, eh bien on peut se demander s'il y a des critères du juste. Parce que vous comprenez bien que si à chaque fois qu'une loi paraît injuste pour telle ou telle raison à une personne et que cette personne brave la loi pour cela, ça comporte aussi des risques. Car nous sommes tous pris dans un pacte social auquel nous semblons adhérer, en tout cas, et que braver ce pacte social porte à conséquence. Que ce soit légitime ou non de le faire. Donc est-ce qu'on peut s'entendre sur des critères pour établir qu'il y a une injustice manifeste dans la loi ? Alors on peut citer aujourd'hui, comme critère du juste, la référence aux droits de l'homme. Les droits de l'homme qui sont des droits fondamentaux, d'accord ? Ce ne sont pas des petites lois du quotidien pour réglementer, que sais-je, le code de la route, que sais-je encore. Quand on vous parle de droits de l'homme, c'est comme les constitutions des États. Ce sont des grands principes généraux et supérieurs qui posent les bases, qui posent les fondements de
la justice, du légitime dans un État. Donc pas dans un État ou au niveau international. Donc au niveau international, on a les droits de l'homme auxquels on peut se référer, d'accord ? S'il y a conflit ou tension ou flou dans ce qui se passe à l'intérieur d'un État, on peut s'en référer à ce droit international supérieur qui est les droits de l'homme. Donc par exemple pour défendre l'euthanasie ou le fauchage des OGM dont on a aussi parlé en cours. D'accord ? Mais là encore, est-ce que les droits de l'homme sont un critère définitif du juste ? Par exemple, on peut se poser la question avec Samuel Huntington, qui dans Le choc des civilisations, défend une conception relativiste. C'est-à-dire que Huntington pense qu'il n'y a pas de norme universelle de justice. Il n'y a aucune norme universelle de justice qui fasse l'unanimité à travers le monde. Par conséquent, les civilisations, ayant des systèmes de valeurs différents, sont nécessairement conduites à s'opposer. Et l'ONU ne serait alors finalement qu'un instrument de l'Occident inacceptable aux yeux des autres civilisations, car ça reviendrait à imposer une certaine conception de la justice au monde entier. C'est le relativisme, d'accord, qui dit que tout est relatif finalement, que la notion du juste, elle est relative, non seulement à chaque individu, mais à chaque famille, à chaque culture, à chaque État, à chaque civilisation. Le droit ne peut donc pas se passer d'une référence à la justice, car la loi ne peut jamais être appliquée mécaniquement. Il faut adapter la généralité de la loi aux circonstances particulières. C'est le travail du juge et du jugement, qui est caractérisé par l'équité. Vous vous souvenez, on a parlé d'équité. Et c'est ça, le juge, son boulot, ce n'est pas d'appliquer mécaniquement des lois, c'est de partir de la loi et de l'appliquer à des individus particuliers qui ont des histoires particulières, qui ont commis des infractions ou des délits dans des circonstances particulières. Et donc c'est au juge de dire, eh bien, voilà la loi telle qu'elle est écrite, et maintenant je vais appliquer cette loi en prenant en compte l'histoire de tel individu, en écoutant les avocats, en voyant s'il n'y a pas des circonstances aggravantes ou atténuantes, etc. Et donc, ça revient à dire qu'on prend en compte d'où vient l'individu pour lui appliquer la loi. On ne l'applique pas de manière mécanique à tout le monde. On fait ce qu'on appelle une égalité proportionnelle devant la loi, une équité. On prend en compte le fait que les individus ne sont pas tous partis dans l'existence avec les mêmes chances. Et donc, qu'ils n'ont pas tous les mêmes chances de respecter la loi, en un sens. Que ce n'est pas aussi facile pour tout le monde de respecter la loi. Ainsi, comme le dit le philosophe Alain, la justice est le doute sur le droit qui sauve le droit. Autrement dit, la justice est ce doute sur le droit qui fait que le droit peut rester légitime et juste. Voilà, je vous laisse là-dessus. Certains d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos plus courtes. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour d'une partie de la question. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler toujours de cette question « A-t-on le droit de désobéir à la loi ?» mais avec un autre auteur qu'on appelle John Locke. À la prochaine.